18 minutes de train pour aller à Monaco chaque jour. Et puis la journée, je travaille dans un palace. Et la nuit, forcément, je dors dehors à la plage de Galets après avoir testé beaucoup d'autres endroits dans Nice. Quand l'hôtel s'en aperçoit, il me donne une chambre et tout, c'est une des scènes du film. Je me dis, écoute, maintenant, soit je m'en sors, soit je vais tomber, quoi, tu vois. Je m'appelle Yazid Hichemraël, j'ai 32 ans. Je suis chef pâtissier à travers le monde maintenant. J'ouvre des boutiques, donc j'essaye d'être un entrepreneur au quotidien. Et avant tout, ma passion, c'est la création de choses culinaires et artistiques. J'ai grandi dans la Marne, à Chouilly, très exactement à côté d'Épernay, donc c'est la ville du Champagne. Ma vie, dans ces premiers temps, elle n'a pas été forcément la plus facile. Je suis né d'une mère alcoolique, tuée. Enfin, elle avait beaucoup de cordes à son arc, dû à une vie qui était aussi très compliquée pour elle. Donc on a grandi un peu ballotté, ma sœur et moi, entre famille d'accueil, foyer. De l'âge de 0 à 2 ans et demi, j'ai vécu avec ma maman, donc dans un cadre assez spécial dont je ne me rappelle pas tout. Et à l'âge de 2 ans et demi, je fais une rencontre assez particulière mais extraordinaire, qui est ma famille d'accueil. Donc je suis placé à l'aide sociale à l'enfance, tout simplement parce que ma maman ne pouvait pas s'occuper de moi, comme des centaines de milliers de jeunes maintenant en France. Et il se trouve que quand j'arrive chez ma tati, à l'âge de 2 ans et demi jusqu'à mes 10-12 ans, donc j'ai une éducation très au millimètre, stricte, à la française, avec des codes comme on ne sort pas de table avant d'avoir fini de manger, on ne lèche pas le couteau, on met pas les coudes sur la table, enfin, une vraie belle éducation, si je puis dire. Et puis du jour au lendemain, je me retrouve dans un foyer parce que tout simplement ma tati se met en retraite et puis à l'époque je commence à être de plus en plus turbulent et puis le foyer me convient mieux, en tout cas sur mon cursus d'éducation. Et du jour au lendemain, on va dire, je me retrouve d'un cadre familial aimant et protecteur et tout ce qu'il y a de plus normal à un espèce de zoo, je parle avec mes mots, c'est la loi de la jungle mais humaine, avec des éducateurs qui portent bien leur nom, c'est des êtres humains qui sont là pour nous éduquer et nous inculquer, entre guillemets, la rigueur et un cadre d'un foyer. Il n'y a pas forcément d'amour, il n'y a pas forcément d'empathie, parce qu'un éducateur, c'est un peu comme un maton de prison, il ne peut pas forcément être empathique. C'est comme si une infirmière rentrait chez elle tous les jours en pleurant, parce que tous les jours, elle voit des patients mourir. Un éducateur doit pouvoir s'enlever son empathie, de manière à nous élever au mieux. À l'époque, j'avais absolument pas ni ce parler, ni encore moins ce recul. Et j'étais juste révolté de la vie en général. Les éducateurs, je les considérais comme les pires personnes existantes, alors qu'elles étaient au final là pour notre bien à nous. Mais en fait, dès la naissance, je grandis, avec la sensation d'être toujours particulier et différent. Je vois que j'ai pas la même couleur, que je vis dans un village où tout le monde me dit mais c'est pas tes parents, mais ils sont où tes parents? Et je ne sais pas répondre à la question. Donc petit à petit, tu apprends à vivre avec ça. Au début, tu en souffres et puis après, tu souffres pas. Et puis, ça fait un peu les montagnes russes. Et quand j'arrive au foyer, c'est là où c'est le plus difficile et le plus traumatisant parce que quand tu es en 5e, 6e, qu'on te ramène au collège avec ces espèces de gros camions et qu'on amène 10, 15 élèves d'un coup et que tous les autres enfants arrivent avec leurs parents et tout au plus leurs frères et sœurs, toi, tout de suite, tu arrives dans un établissement scolaire public, mais on sait que tu es différent. Parce qu'à l'arrière de ce gros camion, il y a cette espèce de poinçon qui dit que tu es un cassos, quoi, que tu arrives du foyer. Les professeurs font attention à toi, mais en même temps savent que ça ne va pas être toi le premier de la classe. Et puis les autres élèves, les plus éduqués ont pitié, et puis les moins éduqués ne parlent pas avec toi, parce que tu n'es pas comme eux. Et tu développes une espèce de haine intérieure, un espèce de profond sentiment d'injustice qui fait que ta vie, en tout cas la mienne, je peux parler pour moi, j'ai toujours été entre l'âge de 5 ans jusqu'à mes 16-17 ans sur un fil et où chaque rencontre, chaque petit élément de ma vie aurait pu me faire basculer d'un côté ou de l'autre. Et c'est pour ça que je dis souvent, et c'est d'ailleurs le titre de mon premier livre, que la pâtisserie m'a sauvé la vie parce que j'ai rencontré ce métier à l'âge de 14 ans, 13 ans, parce que la bonne étoile de ma vie fait que les 2 fils de ma famille d'accueil étaient pâtissiers, toujours dans le populaire, tout ce qu'il y a de plus populaire. Si je n'avais pas rencontré ces gens-là, si eux ne m'avaient pas inculqué les valeurs entre guillemets de la pâtisserie dès ma tendre enfance, peut-être que j'aurais jamais fait pâtissier. Et peut-être qu'à l'âge de 14 ans, quand je me suis concentré dans apprendre un métier, dans l'apprentissage, j'aurais pu me concentrer dans d'autres choses. Vendre du stup ou faire tout un tas de bêtises ou tout simplement me révolter
tellement fort que, dû à la violence, je me retrouve dans des quartiers disciplinaires qui, au final, auraient enlevé 98% de mes chances de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Beaucoup de médias ont tendance à raconter la belle histoire en oubliant tout ce qu'il a fallu faire pour se construire. Et c'est un petit peu mon souci, qui n'en est pas un, c'est que tu vois, si tu regardes mon film, c'est un film, c'est la vraie histoire. J'en ai été copro, donc j'ai vraiment fait en sorte d'être le plus honnête. Mais il est un peu édulcoré. Quand tu lis un article à droite et à gauche, etc., et c'est normal, c'est le jeu, on va raconter toutes les dernières actualités qui sont belles. Mais moi, je tiens à être honnête avec ça. Avant de faire tout ce que je fais aujourd'hui et d'avoir acquis cette espèce de maturité dans ce que je fais, j'ai fait beaucoup de bêtises. Et les bêtises, ça a été, j'allais voler pour manger, moi, des fois. Et quand je me faisais attraper, je finissais parfois en garde à vue. Et limite, ça m'arrangeait d'aller en garde à vue, parce que des fois, la garde à vue, au moins, tu manges. Tu as un petit lit avec un matelas comme ça pour dormir. Bon, tu te mets sur le côté, tu sors et puis c'est réglé. Je transportais des sacs de stupes d'un point A à un point B pour avoir un peu d'argent. Et puis avec cet argent-là, je sais pas, je m'achetais des baskets qu'au foyer on ne pouvait pas avoir. Ou voilà, des conneries. J'ai fait des conneries. Je me suis fait réprimander pour ça. Et puis j'ai déçu plein de gens. Et puis je me suis mal comporté avec plein de gens. Quand j'étais plus jeune, moi j'étais très violent, par exemple. J'extériorisais avec de la violence, je me battais avec tout le monde, j'avais la haine contre le système et contre les règles. Et je le regrette, hein, je regrette chaque chose que j'ai pu faire. Mais si c'était à refaire, parce que je suis quelqu'un d'honnête, je ne sais pas si je ne le recommencerais pas tout pareil. J'ai galéré et je n'ai pas été toujours la personne exemplaire qu'on montre que je suis. Et ça, c'est super important de le dire, parce que déjà, on ne montre pas une fausse personne, on montre qu'aussi, on peut passer par beaucoup d'étapes, que ce soit des difficultés pour en acquérir les qualités. Si moi, aujourd'hui, je disais que ma réussite, elle était seulement grâce à moi et pas grâce aussi à mes erreurs, et que j'avais été juste un petit jeune ballotté de famille d'accueil en famille d'accueil et que j'avais été juste une petite victime qui a réussi, c'est pas vrai. Je suis retourné dans un foyer il n'y a pas très longtemps, faire un goûter pour les jeunes et ainsi de suite et tout. Il y a des éducateurs qui ont dit non, clairement. Moi, s'il est là, je ne viendrai pas travailler. Parce que je leur ai fait des dingueries, moi. J'ai brûlé la voiture d'un éducateur parce qu'il m'avait dit, je sais pas, non à je sais pas trop quoi. Je tapais tout le monde et je me suis mal comporté. Mets-toi à ma place juste 2 secondes. Tu as 8 ans, 10 ans. Tu as grandi chez monsieur et madame Binet-Yves, dans la Marne. La coupe de cheveux, le truc, tu lèches pas le couteau, tu manges comme ça et tout. Et que tu arrives là-bas, c'est la zone. Bon, tu te fais victimiser quelques mois et puis après, tu apprends. Et tu es obligé. Quand tu te fais cogner par 7 ou 8 personnes à tous les jours parce que soit ils veulent ton goûter, soit c'est les trucs. C'est comme dans les films en prison, c'est la vérité. Ça ne va pas plaire à l'État ou à l'instruction, ce que je dis, mais c'est la vérité. Moi, il y a un moment où j'ai enchaîné les plaintes à mon égard parce que je faisais tout et n'importe quoi, peut-être pour me faire voir ou par révolte et ainsi de suite, etc. Et je me sentais invincible, je me sentais puissant parce que j'étais mineur, que je savais que je ne pouvais pas aller en prison, que j'étais au foyer, qu'on me trouvait un tas d'excuses, j'ai fait plein de conneries, tu vois. Il y a un moment, quand tu es au foyer, tu es en 5e, c'est le moment où tu commences à parler à des filles, à trucs, à bidule et tout. C'est le moment où tu te construis, toi, en tant qu'homme aussi, intérieurement. Que tu vois tous les jeunes de ta classe arriver en scénique ou en machin ou en truc, propre sur eux, les Nike, les trucs, les bidules, et que toi, tu es au foyer. En vrai, tu as 54 € d'argent de vêture, ils appelaient ça, pour t'habiller par mois. Ils t'amènent où à 54 balles par mois? À Gémeaux, tu as des chaussures STL à scratch et puis tu vas sortir, faire 1 ou 2 foot, machin, tu vas rencontrer 1 ou 2 mecs. Frérot, tu veux travailler? C'est payé combien? 50 € par semaine. C'est vrai, pour moi, c'est vrai. Tu fais ce qu'on te dit. Et puis tu as réussi à avoir un peu d'argent. Et puis après, quand tu arrives en cours, que tu as un petit peu des affaires, à l'époque, c'était la mode de Sergio Tacchini, je m'en rappelais. C'était mon premier achat en tant qu'entrepreneur pas très bien. Et que je suis arrivé en 5e avec mon survêt de Sergio Tacchini. Ça rattrapait un espèce de manque que j'ai. Enfin, je sais pas, tu commences à dire. Si moi, aujourd'hui, j'entreprends, je fais des trucs d'un point de vue d'entrepreneuriat, si j'avais pas eu ça, la pâtisserie qui m'apporte ça, sincèrement, je pense très, très honnêtement que je serais en prison. Parce que moi, il me fallait de l'argent. Il fallait que je réussisse d'une manière quelconque. Et ça n'a rien à voir qu'avec l'argent. C'était aussi avec le manque de reconnaissance constante que j'avais envers moi, je voulais le combler. Voilà, j'ai essayé tout au long de mon cursus, de trouver la confiance en moi qui me manquait dès ma tendre enfance,
au travers de l'apprentissage de la pâtisserie. Alors je faisais des choux, des chouquettes et des trucs pas très sexy au début. Mes autres camarades de classe m'appelaient à l'époque Croissy Croissant. C'était mon surnom. À l'époque, d'aller en pâtisserie, c'est que tu avais mal travaillé et que tu n'avais pas le cerveau suffisamment développé pour aller en général. Donc tu te dirigeais vers un métier où tu allais rouler des baguettes et tenir un bout de plastique pour faire des choux. Et aussi parce que j'avais un tel manque de confiance en moi qu'à terme, ça a été une aubaine pour moi parce qu'au-delà du métier que j'ai choisi, quand on fait un gâteau, on commence d'un point A et on finit un point Z. Et en fait, on transforme des matières brutes comme les œufs, la farine, le sucre, en quelque chose de parfois sensationnel et artistiquement ultra joli. On fait plaisir. Et en fait, quand on regarde la recette d'une pâtisserie, c'est un peu la même recette que celle de la vie parce qu'on a tous des ingrédients qui sont différents mais tout autant similaires de là d'où on vient. Et puis c'est vraiment la manière dont on les utilise et la façon dont on a de les assembler qui fait la recette finale. À 14 ans, on me demande de choisir un cursus. Et je vais en pâtisserie parce que les deux fils de ma tati et mon tonton étaient pâtissiers, que j'ai vu que des gâteaux dans ma vie et que tout simplement, je voulais, je sais pas, les rendre fiers, quoi, tu vois. Et puis moi, j'ai toujours jamais aimé quand on me rabaissait. Et ma tati, sans le vouloir, parce qu'elle voulait me protéger, m'a dit « Mais non, mais tu pourras pas, toi, faire de la pâtisserie, t'imagines, il faut travailler à Noël, faut se lever le matin, mais toi, tu vas jamais te lever. » Je me suis dit « Attends, ces fils font de la pâtisserie, moi, ça veut dire que je suis moins bien, moi. Ça veut dire eux, ils peuvent le faire, moi, je peux pas le faire. » Au début, que tu crois ou non, j'ai commencé que pour ça. Je m'en foutais complet de la pâtisserie, moi. Parce que, encore une fois, j'étais au foyer, je ne savais pas ce que je faisais, où j'allais. Et réellement, la pâtisserie, ça a été une passion 7 ans après que j'ai commencé ce métier. Sinon, c'était qu'un truc où j'allais. Voilà. Parce qu'après, les éducateurs, ils étaient contents, ils parlaient entre eux. Et moi, ils me disaient « Putain, il a une formation, vas-y, il a une formation. » Et bizarrement, quand je faisais des conneries le soir, mais que le lendemain, je me levais pour aller travailler, on me pardonnait un tout petit peu plus mes conneries puisque j'avais une formation. Je ne sais pas comment t'expliquer, on valorisait ce truc. Et c'était la première chose qu'on valorisait, une de mes actions. Quand je commence mon apprentissage, j'ai 14 ans, je suis chez un patron et en fait, quand je commence, je vois que le mec, il me fait venir tous les jours à 4 h du mat. À l'époque, j'ai pas de vélo, j'ai rien. On est à 2 km de la boulangerie. J'avais un vélo avec une pédale. Je l'utilisais comme une trottinette, trop drôle. Tous les jours, il me faisait venir à 4 h du matin et jusqu'à midi, je touchais pas un gâteau, rien. Je montais les sacs de farine, les boîtes de conserve. Après, j'ouvrais les trucs, je grattais les plaques. Un jour, je vais le voir. Je pète les plombs, mais pas longtemps après, en plus 2 semaines après. Moi, j'ai pas trop de patience. Et je vais le voir et je lui dis, mais on a signé un contrat d'apprentissage de pâtisserie. J'ai même jamais rempli un chou. Pourquoi voilà. Et le pire dans tout ça, c'est que moi, quand je rentrais au foyer, je mentais. Je prenais en photo, j'avais un Alcatel à l'époque là, qui s'ouvrait comme ça. Je prenais en photo le travail des autres et je disais au foyer, t'as vu, j'ai fait ça aujourd'hui. Tout le monde, waouh, bravo. Alors pas du tout. La journée, j'étais en train de monter des sacs de farine en haut, donc j'étais ultra frustré. Et en fait, le mec, au bout de 2 semaines, il s'énerve contre moi. Je lui dis comme ça et tout. Moi, si c'est ça, je démissionne, je m'en vais et tout. Mais je pouvais pas trop démissionner parce que le premier patron où j'étais, c'était une instruction du juge. C'était un peu ma dernière chance, genre soit du travail, soit ça part en CER, Centre éducatif renforcé, à Bazeilles. Et donc, je voulais rester, mais en même temps, l'autre, il me faisait faire que des trucs hors pâtisserie. Et en fait, il commence, je m'en rappellerai toute ma vie, c'est la plus grande leçon de ma vie. Il est devant son four avec les baguettes et son gros ventre et tout, et il me dit « Ouais, tu viens me voir là, tu me déranges, mais en fait, c'est de ta faute si tu fais que du nettoyage. » Je dis bah, « Pas du tout, vous m'avez donné une liste, il n'y a que du nettoyage, il n'y a pas un gâteau. » Il me dit « C'est la liste qu'on donne à tous les apprentis. Toi, tu es le dernier apprenti, tu vas faire ça autant de temps que je te dirai de le faire. Par contre, le dernier, Enzo, là, qui est dans le labo en train de faire les baguettes, lui, tout ce que tu fais en 6 heures, il le fait en 2 heures. Eh ben non, tu feras aucun gâteau tant que tu n'auras pas fini ta liste. » Le lendemain, je viens à 3 h du matin au lieu de 4 h, de moi-même, hein, c'est une discipline de moi-même. Et je cours partout, clac, 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 clac. 7 h 30, je finis toute la liste. Parce que je me suis dit, attends, Enzo, il le fait, moi aussi, t'es un ouf ou quoi? Je sais pas, tu vois. J'ai tout marché comme ça à l'arrogance et au manque de confiance en moi. À 7 h du matin, ce jour-là, il y avait une grille d'éclairs, pas très belle. Et il m'a donné une poche de crème pâtissière avec plein de grumeaux dedans en plus, pas ouf. Maintenant, je le sais, je le vois, je pourrais lui redire. Et je les ai garnis, tu vois, les éclairs. Et en fait, le simple fait de garnir les éclairs, de les tremper dans cette espèce de fondant pas très beau au chocolat et de les ramener à la patronne dans le magasin à 9 h du matin avec mon tablier plein de chocolat pas bien, que j'avais mal travaillé, et qu'elle me dit « Ah, sympa, merci », juste le sympa merci.
Je ne l'avais jamais dit avant pour une action que j'avais faite moi avec mes 10 doigts. Donc, et j'ai été boulimique de ça petit à petit. Et la pâtisserie, ça a été la première chose dans ma vie qui m'a accordé un peu, non seulement de confiance en moi et de gaieté, avec mes 10 doigts. J'ai été boulimique et des concours et de la réussite de tout type. Après, moi, je commence mon cursus professionnel. Je travaille à l'époque à Monaco. Je n'avais pas de logement, pas de garant, pas de parents, rien, pas d'argent. Que dalle. Je dors la nuit sur la plage de Nice, 18 minutes de train pour aller à Monaco chaque jour. Et puis la journée, je travaille dans un palace. Et la nuit, forcément, je dors dehors à la plage de Galets après avoir testé beaucoup d'autres endroits dans Nice. Quand l'hôtel s'en aperçoit, il me donne une chambre et tout, c'est une des scènes du film. Je me dis, écoute, maintenant, soit je m'en sors, soit je vais tomber, quoi, tu vois. De 16 à 18 ans, je fais un apprentissage. Je passe mon CAP pâtissier. Ensuite, à 18 ans, je quitte le foyer, parce que c'est fini. Tu n'es plus mineur, donc il n'y a plus de foyer, il n'y a plus d'éduc, il n'y a plus d'aide, il n'y a plus de rien. Mais j'ai un métier. Je harcèle un mec qui est champion du monde de pâtisserie, meilleur ouvrier de France. Je me rappelle, à l'époque, j'étais au foyer, il y avait une salle ordinateur avec les gros ordi de l'époque, là, et je tapais sur Internet, meilleur pâtissier du monde. Je regarde et tout, et je vois que c'est ce gars-là qui est le mieux référencé, et je l'appelle, je le harcèle, et il me prend dans son laboratoire à 3. Je travaille pendant 1 an, après je monte à Paris, à la pâtisserie des rêves de Philippe Conticini, avec l'actuel chef pâtissier du Plaza Athénée qui était Angelo Musa, et de la pâtisserie des rêves, ma mère décède, donc ça me fait rien, et en même temps ça me fait quand même quelque chose. J'ai le cerveau, il est là, et 1100 balles pour vivre, c'est pas assez, donc je fais des trucs à côté et je suis sur un fil, tu vois. Je suis vraiment sur un fil où je me dis, il y a un peu de la pâtisserie, il y a un peu d'autres trucs, je sais pas comment faire, machin. Et en fait, tout ça, ça me fait péter les plombs. Je récupère mon solde de tout compte de 944 € à l'époque à la pâtisserie des rêves. Et je le mets sur mon compte à la poste. Je prends mes 2 bagages et tout, j'arrive à Nice. Et pendant 1 semaine, je dors à l'hôtel. Et après, tout le reste du temps, c'est l'histoire que je t'ai racontée avant. Je dors dehors, quoi. Et un jour, je rencontre une fille. Je vais à Avignon. Et là, je fais la rencontre d'un monsieur dans un bar dans lequel je faisais des extras pour arrondir mes fins de mois et tout ça, parce que je ne voulais plus faire des conneries ailleurs, en fait. Tu vois, je ne voulais plus vendre du stup ou aller voler ou faire. Je ne voulais plus faire ça. Je faisais des extras tous les vendredis, samedis pour gagner 300 € pour payer ma vie. Et ce monsieur, un jour, me rencontre, Bernard Blacher, le PDG des boulangeries Marie Blacher, personne immensément riche, qui doit faire, je sais pas, 500, 600 millions de chiffre d'affaires à l'année, c'est beaucoup, beaucoup. Et si vous voulez, lui est un peu comme un mentor, un papa dans ma carrière. Il met à disposition un laboratoire. Je prépare la Coupe du Monde de pâtisserie, je me dis que je vais faire la Coupe du Monde. Et à l'époque, c'est comme ça. Soit je fais ça dans mon métier, je monte haut et j'essaye de devenir un grand chef, comme ce que je voyais sur mon ordinateur à la télé, etc. Soit, je vais faire ce que je peux pour vivre, et puis après, ça va peut-être pas très bien finir pour moi. Et sincèrement, à l'époque, j'étais tellement arrogant que même la veille, je me rappellerai toute ma vie, même la veille du concours, je mange au resto avec mon fameux Bernard Blacher, mon fameux partenaire, et il y a des serveurs, des gens autour de moi. Je suis rien ni personne, j'ai des baskets trouées, et je leur dis lundi, quand je reviens, je serai champion du monde. Prenez champagne, je ne bois même pas, mais je leur ai dit ouvrez le champagne et tout, on va faire la fête lundi et tout. Et ils m'ont tous taillé, ils m'ont dit mais attends, tu te prends pour qui toi? Tu n'as même pas fait le concours et tout. Et puis ils ne parlent pas comme ça, truc et tout ça. Et j'ai fait le concours, j'ai gagné. Et puis c'est tout, quoi. Il n'y avait pas le choix. Et j'étais sûr de moi. Mais comme dans tout récit, on voit le haut de l'iceberg. Moi, par exemple, pour un projet qui se fait, j'en ai loupé 10. Pour une opportunité, il y en a 10 qui ne se sont pas faites. Et pour une rencontre que j'ai pu transformer, il y en a 10 que j'ai déçu ou que je n'ai pas réussi à faire, ou avec qui j'ai dû m'énerver trop vite, ou avec qui je n'ai pas été suffisamment bon professionnel. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses de mon passé qui font l'être que je suis aujourd'hui. Il m'est arrivé les pires trucs comme les plus jolies choses. Et il se trouve que je ne peux pas en vouloir parce que moi-même, j'ai fait des conneries dues à ma construction. Et si j'ai fait ces conneries-là, c'est parce qu'à un moment, je n'ai pas eu le cadre et je souffrais tellement que parfois, j'ai fait tout et n'importe quoi. Et il se trouve que ma mère, en fait, c'est pareil. Je ne peux pas jeter la pierre à une dame qui a fui son pays, qui s'est fait violer quand elle était plus jeune. Et puis, c'est l'histoire de ma mère, moi. Elle s'est fait violer. Elle a fui en France avec le bébé, elle a accouché sous X. J'ai une sœur dans la nature, voilà, qui a été adoptée par je ne sais pas qui. Et voilà, je sais que cette histoire-là, elle est complètement folle. Et elle,
elle avait 16 ans, ma mère, quand elle a accouché sous X de cette jeune fille. Et il se trouve qu'elle aussi, elle a eu son lot de difficultés. Certes, ça m'a fait souffrir moi et ça m'a fait grandir de cette manière. J'ai eu un facteur chance, et ça c'est la réalité de le dire, que des millions de personnes à ma place n'auraient peut-être pas eu et que ma mère n'a pas eu. Donc aujourd'hui, je suis qui moi pour aller en vouloir à ma mère? Peut-être que quand elle se droguait, c'était pour oublier un quotidien, que quand elle buvait, c'était pour la même chose et qu'ils n'ont pas tous la même chance et les mêmes rencontres que moi. Donc je ne peux pas aujourd'hui dire que je juge ou que je suis énervé contre quiconque. J'ai enlevé à une époque de ma vie, et je le ressens encore aujourd'hui, toute forme d'empathie peut-être, et parfois même de cœur. En fait, je mets énormément de cœur dans ma pâtisserie, dans ce que je peux transmettre au travers du goût, parce que c'est ce que je maîtrise profondément. Mais l'exercice humain qu'il a fallu que je fasse étant plus jeune pour mettre une barrière entre moi et les sentiments et tout le cirque de ma famille, néfaste, eh ben, elle se ressent même aujourd'hui dans ma relation humaine avec les gens qui sont proches de moi. J'ai des réactions parfois ou alors des barrières ou des appréhensions qu'un être humain normal de 32 ans ne devrait pas avoir. Et ça, c'est avec beaucoup de recul et d'humilité que je le dis, c'est vrai. Par exemple, l'enterrement de ma propre maman, j'y suis pas allé. Elle avait dans les 40 ans, donc j'imagine que c'est pas une mort de vieillesse naturelle. On m'a appelé pour me le dire. Je me rappelle, j'ai épluché des pommes, j'étais commis à l'époque. J'avais dans la vingtaine, c'est mon assistante sociale qui m'appelle, ma sœur en pleurs, et puis toutes mes tantes en pleurs et tout ça. Ça m'a fait un froid pendant 5 minutes, et puis j'ai continué d'éplucher mes pommes. J'y suis jamais allé. Je sais qu'ils l'ont enterré et dans quel endroit ils l'ont enterré, mais j'y suis jamais allé parce que j'en voyais pas l'intérêt, et au final, je pense que j'ai beaucoup moins souffert. Mais moi, je pars du principe, je fais toujours cette métaphore, si tu connais pas le McDo dans ta vie, que tu n'en connais pas l'odeur et que tu n'as jamais croqué dans un burger, tu n'en as pas envie. Tu vois, tu n'en as pas envie. Et moi, j'ai jamais connu ma famille ni mon cadre familial. J'ai jamais eu envie d'aller plus loin dans la recherche parce que, à part perdre mon temps, me faire du mal et me frustrer sur des situations qui, au final, je vais jamais résoudre, à quoi ça sert? C'est comme ça qu'en tout cas, moi, je l'ai appréhendé, et j'ai préféré toutes ces années me concentrer sur mon cursus professionnel, réussir ma vie individuellement et égoïstement, parce que c'est peut-être le cas aussi, plus que d'aller chercher des gens qui, au final, quand j'étais plus jeune, s'en foutaient complètement. C'est comme, je sais que j'ai un papa dans la nature. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas qui c'est, je sais qu'il s'appelle Mohamed ou Kader ou Karim, on m'a dit plein de noms différents, je ne sais pas comment il s'appelle. J'ai de la famille, 2-3 tantes et 2-3 cousines, mais ils ont tous le même esprit que ma mère, donc ce n'est pas des gens avec qui j'ai eu envie ni d'évoluer, ni de parler, ni de rechercher une once de bonté humaine, parce que bon, dans la vie pour moi, c'est vraiment mon mindset, et c'est ce qui a fait que j'ai réussi à prendre des distances par rapport à toute la néfastitude, je ne sais pas si ça se dit, de ma famille. Il vaut mieux parfois utiliser son énergie, l'énergie qu'on aurait utilisée à souffrir en parlant avec les mauvaises personnes ou à rechercher des questions qui au final on ne va jamais résoudre, à mettre cette énergie pour réussir et s'en sortir. Il y a plein de gens qui me disent « mais cherche ton père ». Ça te permet de savoir, vous savez les phrases, ça te permet de savoir où tu viens et puis tu vas comprendre, mais pourquoi, non quoi. Il n'était pas là. Je vais aller le chercher, je vais toquer, salut papa, c'est moi. Il va me parler 5 minutes et puis après c'est quoi? On fait les cassos, on se dit ah mon père, j'ai eu un père, mais non, il n'était pas là, j'ai 32 ans. Ce que je vais faire là, tout de suite maintenant, c'est m'atteler à réussir à ce que je veux faire et essayer d'être un bon père peut-être pour mes enfants plus tard. Et en fait, si je dis ça et que j'aborde ce sujet-là, c'est qu'aujourd'hui, dans ma vie d'aujourd'hui, j'essaye de rendre ce que la vie m'a apporté de différentes façons. Et j'interviens dans des lycées ou dans des collèges ou dans des prisons pour mineurs. C'est à l'âge de 12 ans, 13 ans, 10 ans, 14 ans, 15 ans que tu changes une vie. C'est ce qui m'est arrivé à moi. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, je vais dans un lycée pour mineurs avec des jeunes, la moitié des jeunes qui sont incarcérés et l'autre moitié qui vont pas tarder à l'être. Et quand tu leur parles, soit ils te parlent de chance, soit ouais mais nous on a si, nous... Et en fait ils sont dans une logique où sans cesse ils sont dans le reproche envers les autres mais jamais envers eux. Et ils se trouvent des excuses à tout. Et au final, c'est un mode de fonctionnement. Et c'est ce qui m'est arrivé à moi aussi. Moi, je me trouvais plein d'excuses. Ouais, mais j'ai cassé le carreau d'un tel parce que ma mère était comme ça. C'est vrai, quand tu es jeune et que tu n'as pas le cerveau intellectuellement suffisamment développé avec le recul de l'âge, eh ben, tu es plus dans trouver des excuses
que dans essayer d'utiliser ton énergie pour t'en sortir, parce que tu ne vois pas où est la porte, où est la clé. Avec la vie que j'ai eue et les conneries que j'ai faites, et le personnage que je suis, je ne peux pas ni dire que je suis un exemple, encore moins donner des conseils. Et c'est ce que les gens aiment souvent. C'est qu'en fait, je suis en face de jeunes qui ont plein d'intervenants qui viennent les voir. Un maître chien, un mec de la BRI, un mec de... Voilà. Et en fait, c'est que des gens qui réussissent dans leur domaine, mais qui sont pas forcément ultra légitimes vis-à-vis d'eux. Quand tu parles à des gars qui grandissent avec les cafards depuis leur tendre enfance, c'est une façon de parler, mais dans des lieux où c'est une dinguerie, tu n'as pas envie d'y aller même pour 2 heures, et que leurs parents sont en précarité tellement forte qu'ils sont obligés de voler ou de vendre des trucs de fou pour vivre, tu ne peux pas aller devant ces jeunes-là à l'espace d'1 heure avec ta belle veste et dire « Ouais, moi je te conseille de ci, je te conseille… » Non, pas du tout. Quand j'arrive là-bas et que je leur dis « Ben moi, à 19 ans, j'ai fait une garde à vue pour telle et telle chose, et à 16 ans, j'ai fait ci, et à 17 ans, j'ai fait là, et là, j'ai failli tomber pour ça et ça et ça », ils se disent oui, il est sérieux lui. C'est bizarre, ça va pas trop avec son Insta et la personne qu'il est aujourd'hui. Et là, on gratte et on parle du centre de redressement et de ce qu'il a fallu faire et de tout en fait. Sur une vidéo, vous allez capter peut-être 15 millions de personnes, on va peut-être réussir à en sauver 5 ou 6. C'est un très faible pourcentage, mais c'est notre contribution déjà qui est déjà très grosse dans la société. Et moi, c'est un peu ça. L'idée, c'est pas d'arriver, et même quand je fais une interview, à dire oui, voilà, j'ai fait ci, j'ai le succès, sincèrement, et c'est mon avis à moi, il n'existe pas plus que ça. Hein. Moi, je connais énormément de gens qui ont beaucoup d'argent et qui, comme moi, ont entre guillemets tout connu. C'est pas très humble cette phrase, mais j'ai fait le tour du monde, plus de 40 pays là, les 8 dernières années, et au final, ça m'arrive de me retrouver dans un hôtel que jamais de la vie je me serais imaginé aller là-bas, et tout seul avec les larmes aux yeux, avec les pires démons en moi. Donc, c'est pas parce que on fait beaucoup de choses qu'on arrive, et à l'apprécier, et 2, à être heureux. 99% des gens qui me félicitent aujourd'hui, ou qui sont mes amis, ou qui… Bon, est-ce qu'il y a 10 ans, quand ils m'auraient vu à Nice en train de quémander 2 € pour aller acheter une frite au kebab de la gare, est-ce que réellement ils m'auraient aidé ou tendu la main? Sur 99%, je ne suis pas sûr qu'il y en ait plus de 10%, oui, et ça c'est la réalité. Mais moi aussi, je suis comme ça. L'être humain est comme ça. Même aujourd'hui, pour être complètement honnête, moi, il y a des centaines de personnes qui me disent « Ah, bravo, ah, c'est super. Ah, mais c'est fou, tu t'en es sorti. » Pas du tout. Ouh là là, pas du tout. Sur le papier, ouais, c'est top. Nickel, la vitrine, elle est bien léchée, elle est parfaite. En réalité, tout ce que j'ai eu à vivre ou tout ce que j'ai pu vivre, c'est une espèce de mini-torture de chaque jour, une espèce de prison mentale, on dit ça souvent, qui fait que si tu arrives à te servir des petites difficultés, plus les opportunités, plus les rencontres, plus, encore une fois, c'est une recette, et ben tout ça, ça fait un joli mélange qui fait que tu fais ce que je fais aujourd'hui. Mais mes très proches le savent, quand je fais des projets ou quand j'enchaîne les projets, j'ai même pas trop d'aspect ni de finance ou ni d'accomplissement personnel. J'ai un aspect juste de challenge pour ne pas trop penser et mettre un pas après l'autre de manière à combler certainement un manque de tout ce que j'ai pas eu auparavant. Peut-être que c'est ça aussi. Il y a eu la ressortie de mon livre qui a cartonné, le film, c'est une dinguerie d'avoir un film à 32 ans sur sa vie, qui en plus a été ultra bien reçu de tout type de personnes en France, et de surcroît, il est aujourd'hui dans les avions. Parfois, je croise des gens à Paris qui viennent du Texas, du Canada ou de Russie, qui m'arrêtent et qui me disent « Mais c'est fou, voilà, j'ai vu votre film dans l'avion. » C'est fou. À la fin du mois, je m'envole au Japon, à Tokyo, pour présenter mon film, et il est sélectionné au César. On ne l'aura certainement pas, mais il est quand même sur le site internet des Césars. C'est fou. Et en fait, tout ça, sans compter les contrats que j'ai signés à droite à gauche, que j'ouvre des boutiques et que c'est mon accomplissement professionnel personnel qui est mis en valeur après 15 ans de travail de recherche et développement, de remise en question et de frustration, les portes qui se sont fermées. L'année dernière, ça a été l'année de toutes mes peut-être victoires, réussites et accomplissements. Pourtant, peut-être que émotionnellement, ça a été la pire année de ma vie, où je me suis senti le plus seul de toute ma vie. C'est dingue ça, tu vois. Et sur 1000 personnes qui m'envoient des messages chaque jour sur les réseaux ou que je rencontre, il n'y a absolument personne qui va penser ça, tu vois. Mes amis, mon agent, les gens que j'appelle la nuit en stress et
en truc le savent. Une anecdote parmi tant d'autres, on signe le Grand Rex. On fait l'avant-première de mon film dans une des plus grandes salles d'Europe. Il y a plus de 3000 personnes qui sont présentes ce soir-là, etc. C'est une célébration dingue. Il y a Jamel Debbouze qui vient sur le tapis rouge avec nous faire des photos. Le mec, je le regardais à la télé quand j'étais au foyer en galère, quand on avait le droit à une demi-heure de salle télé. Là, il est le coproducteur de mon film. C'est carrément fou aussi. Et là, il est avec moi et ainsi de suite et tout. Au final, je rentre chez moi ce soir-là à 3h30 du matin, dans mon bel appartement, machin, truc et tout et tout. Ben, c'est là où je me rends compte qu'au final, ça va être très très dur. Moi, aujourd'hui, quand il m'arrive des belles choses, j'ai personne forcément à appeler, à part des gens que je connais depuis moins de 3 ans, pour dire, tiens, t'as vu, je me suis battu, tu te rappelles, là, il y a 15 ans, on a fait ci, on a fait là. Aujourd'hui, t'as vu, je viens de signer ce truc-là à la montagne, et t'as vu le film, qu'est-ce que t'en penses, Et au final, c'est une torture même dans le bonheur. Parce que quand tu réussis, quand un mec normal il réussit ou une fille normale elle réussit, elle appelle sa mère. C'est sa mère, ses parents, son père, c'est sa famille qui sont fiers d'elle et heureux. Et c'est comme ça que tu trouves le bonheur de réussir, c'est en la partageant avec non seulement les gens que tu aimes et les gens qui t'ont connu avant. Et c'est pour ça que je parle souvent de prison mentale. Je peux me battre pendant 7 mois pour faire un deal de malade mental à l'autre bout du monde et que quand j'ai réussi à faire ce truc-là, je me dis, j'ai tout niqué, pardon, je parle avec mes mots. Et au final, quand j'ai signé le truc, faire une mini-dépression de 2 semaines ou 3 semaines en ayant limite plus envie de le faire parce qu'il n'y a aucun sens à ce que je fais pour l'instant. Ma tati, mon tonton, c'est ma famille et c'est les gens que j'aime le plus sur cette terre et c'est les gens que je vais voir à la fois pour me remplir de bonheur, de me faire redescendre les pieds sur terre, c'est super important, et en même temps recharger mon espèce de barre de vie. Quand tout va vite, je retourne dans la maison où j'ai grandi, où j'ai évolué, où j'ai souffert. Il me suffit de 4 heures, une après-midi, et crois-moi que quand je retourne à Paris, j'ai plus la même mentale. D'un coup, boum. Ma tati et mon tonton, pour te donner un ordre d'idée, quand je les ai invités au Grand Rex, qu'on leur envoie une voiture pour monter à l'avant-première de Paris, je pense que ça fait plus de 40 ans qu'ils ne sont pas montés à Paris. Ils ont dû venir, ils ont 80 ans, ils ont dû venir 2 fois dans leur vie à Paris. Et c'est des gens qui sont dans un certain cadre, à Chouy, une petite ville de moins de 3000 habitants. Ils ne sont jamais allés plus loin que la France, tu comprends? Ils n'ont pas idée du tout de ce que je fais. Et je ne peux même pas tout leur dire parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne comprendraient pas. Quand je leur dis je vais à New York, elle dit à ses amis, c'était la vie tu sais, avec les grands buildings, là, les maisons jusqu'au ciel. Là. Et en fait, c'est mignon. Et moi, c'est pour ça que aussi j'aime énormément aller là-bas parce qu'il y a cette espèce d'insouciance. Ma tati et mon tonton, pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, ils sont à la retraite et ils gagnent moins de 1000 € tous les deux pour vivre 30 jours dans le mois. Et ils n'étaient pas loin de ça toute leur vie. On était peut-être 3, 4, 5, 6 à la maison. On n'a jamais manqué de rien. Jamais. Et parce que c'est des gens qui sont dans la vraie vie d'économe, moi par pudeur, ce que je fais parfois, ou des endroits où on m'invite, ou même les endroits où j'ouvre. Il y a des gens comme moi d'ailleurs qui vivent avec l'entrepreneuriat, forcément la qualité de vie, tout ce qui va avec, cette espèce de mood. Et il y a des personnes tellement belles profondément, comme ma tati et mon tonton, qui n'ont jamais eu besoin de rien. Et ça, c'est la plus grande leçon de ma vie aussi, tu vois. C'est des gens qui sont dans la réalité de l'humain, avant la consommation, ce qui brille, et on s'en fout, nous, on va à Leclerc acheter un jean à 5,50 € quand il est en solde. Je vais le garder 12 ans et demi, mais à côté de ça, quand je vais passer un dimanche en famille à 15, mon petit Yazid qui vient et Laurent, Dany, la famille et tout, on va passer un super moment. Ça, c'est la vie, ça, tu vois. Et je suis très content, 1, de l'avoir connu, 2, d'être toujours en contact avec ces gens-là. Et crois-moi que c'est un sacré paradoxe avec des fois ce que je vis et ce que je fais, quoi. Voilà. C'est mon équilibre, mais en même temps, c'est un peu ma ligne de vie, tu vois. C'est comme si, là, dans ma vie d'aujourd'hui, j'étais un peu dans le brouillard, en gros, tu vois. Je suis dans un monde que je ne connais pas, avec des gens qui m'ont à la fois jamais calculé, mais en même temps, avec qui j'évolue, je travaille, parce que j'essaye d'avoir du talent chaque jour. Le jour où je vais faire une connerie, où ça ne va pas truc, il y a 97% de tous ces gens-là qui ne seront plus là. Et j'ai toujours ce petit fil un peu transparent qui me ramène vers Chouilly avec ma tati et mon tonton qui n'en ont strictement rien à faire, ni du gâteau au chocolat que je vais faire à Courchevel et que si j'étais avec le roi du Bahreïn il y a 2 jours. Rien à faire. Ce qu'ils veulent, eux, c'est
le bon gâteau de chez Leclerc avec un thé tisane des bonbons des Vosges qu'elle a réussi à avoir dans les Vosges et puis qu'on passe un moment et peut-être qu'on joue au Scrabble et puis voilà. C'est ça le vrai bonheur. Je dois faire le point aujourd'hui sur ma vie. Je ne changerai rien, pas un détail à quelques petites personnes près qui ont souffert à cause de moi. Durant mon parcours, je ne changerai rien de tout ce qui m'est arrivé parce qu'elle a été riche, parce que j'ai tout connu, toutes les émotions. Je me suis senti à la fois invincible et en même temps ultra faible et en même temps ultra plébiscité et en même temps ultra critiqué. J'ai tout connu, je ne sais pas comment t'expliquer. C'est dingue et absolument peut-être pas humble de parler comme ça à 32, mais c'est la vérité. Je n'ai pas le même cursus que les chefs, je ne suis pas dans le même monde que beaucoup d'autres chefs pâtissiers et mon parcours a gêné beaucoup de gens. Le fait que je fasse la Coupe du Monde très jeune, quelque part, j'ai décrédibilisé le concours parce que je l'ai gagné à 22 ans, je me suis sélectionné à 21 ans. Pour te donner un ordre d'idée, quand je gagne la Coupe du Monde, tous mes coéquipiers sont invités sur les salons à être jury pour les autres Coupes du Monde. Moi, on ne m'a jamais invité. J'entends des trucs de fou tous les jours sur moi dans des palaces. Ah, mais il est comme ça, ah, mais il a fait ça, ah, mais il a fait ci. Et puis quand je rencontre les gens en physique, au bout d'un jour, une demi-heure ou 6 mois, ils finissent tous par me dire « Putain, mais en fait, t'es gentil, toi. » Bon, ah, mais non, mais je sais pas, c'est bizarre, j'ai entendu ça. Bon, bah voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et si j'ai un seul conseil, mais c'est même pas, ça me gêne de donner des conseils, un seul message à des jeunes qui, comme moi, ont envie de pouvoir faire des choses, je pense que la base de tout, c'est l'apprentissage, la culture et l'éducation. Si on n'a pas ces 3 valeurs, ou alors si on n'arrive pas à essayer de les cultiver chaque jour, c'est absolument impossible de rien faire. Et d'ailleurs, j'en suis le meilleur exemple parce que moi, j'ai fait un apprentissage dans un métier, mais je n'avais pas la culture qui me permettait d'être crédible dans ce métier. J'étais un abruti, moi, je ne savais même pas qui était qui à l'époque. Et ma vie fait que je me suis formé chaque jour, j'apprends encore chaque jour, et que si j'avais un tout petit peu mieux travaillé à l'école, ça m'éviterait d'envoyer des fois à minuit 25 à des gens que je connais, tiens, tu peux me corriger le texte, là, il faut que j'envoie un mail à lui, tu vois. Et c'est des freins que je rencontre chaque jour, parce que parfois, j'ai manqué de fond. Et dans la vie, il y a 2 trucs, il y a la forme et le fond. Il faut choisir comment on a envie de réussir, mais je pense qu'il y a une grosse différence, et ça, c'est Jean-Paul Guerlain qui disait ça, célèbre parfumeur. Il y a une grande différence, et je m'arrêterai là, entre la gloire et la renommée. La gloire, c'est quelque chose qu'on arrive à acquérir durant un court instant en ayant fait tout et n'importe quoi. Et quand vous avez la gloire, vous êtes n'importe quoi, n'importe qui. Et ensuite, il y a la renommée. C'est une gloire constante au long terme qui va être seulement synonyme d'un savoir-faire et d'un sérieux régulier. Aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai que 32 ans. On peut raconter ce qu'on veut, mais j'ai rien fait encore dans ma vie et j'ai une espèce de mini-gloire apportée par la confiance que m'a donnée un producteur pour raconter le récit de ma vie. J'aurai de la renommée quand j'aurai réussi à transformer toutes ces petites choses qui m'arrivent en quelque chose de non seulement viable, périn, avec synonyme d'exemplarité et dans mon comportement et dans ce que je renvoie aussi aux gens qui m'entourent.